Nous allons commencer par un petit spectacle de danse où vous aurez les deux danseurs de l'école de danse. Cette scène vous sera représentée comme elle aurait été représentée en 1906 lors du séjour du roi Sissowath en France. Puisqu'il va s'agir essentiellement de ça. Vous savez que c'est à l'occasion du séjour du roi Sissowath que ce que vous voyez sur les murs a été possible. Rodin dessinant, entre autres, les danseuses khmères. Bon, le roi Sissowath également, ainsi naturellement que l'entourage du roi, mais l'essentiel de ces dessins, les chefs-d'œuvre en tout cas que l'histoire que nous en avons retenu, ce sont ces danseuses khmères. Et voilà.
La dernière passion de Rodin, c'était ces fameuses danseuses khmères. Vous en avez vu un petit extrait et vous comprenez les raisons de l'intensité de cette passion. Rodin a eu l'occasion, à travers un groupe de circonstances qui est assez compliqué, sur lequel nous allons précisément revenir maintenant, entre le 12 et le 20 juillet 1906, de dessiner les danseuses du ballet royal. Alors, il dessinera ces danseuses du ballet royal dans des circonstances absolument incroyables parce que on va voir que finalement, c'est un concours de circonstances quasiment exceptionnel, quelque chose qui aurait très bien pu ne pas se produire et qui ne serait certainement pas produit 10 ans auparavant, et nous verrons pourquoi. Alors, je produirai une petite introduction historique à cela en expliquant ce qu'était ce protectorat français sur le Cambodge et ce qui a permis la venue du ballet royal en France, qui n'est pas quelque chose non plus d'évident. Vous voyez, il a dessiné également le roi Sisowat. Et naturellement, pourquoi Rodin, qu'est-ce qui, dans ces danseuses cambodgiennes, avait autant fasciné Rodin? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait autant fasciné? Et naturellement, comment les avait-il représentées? Alors, pour commencer, il y a un contexte politique initial. Le ballet royal, c'est pas quelque chose d'innocent. C'est une institution forte. C'était en tout cas une institution forte du royaume du Cambodge. Un attribut essentiel du pouvoir royal jusqu'à une date assez récente. Donc, qu'est-ce qui a rendu possible sa venue en France? On commencera par ce contexte politique initial, qui en fait ne nous amène pas très loin, ça nous amène en 1863, le tout début. Alors 1863 c'est en fait 1859, la flotte française remonte la rivière de Saigon, atteint le fort de Saigon en tout début d'après-midi, 14h45, parce qu'on va demander d'être très précis là-dessus, bombarde le fort de Saigon et les marins montent à l'assaut. Cette partie du sud du Vietnam, qu'on appelle la Cochinchine aujourd'hui, Saigon et tout le reste, une partie à l'époque de l'Empire Khmer, eh bien,
tombera sous contrôle français. Ce sera la première et la seule colonie française en Extrême-Orient. Il n'y en aura pas d'autres. Une colonie, et quand on dit colonie, on parle d'un rapport direct entre colonisateur et colonisé. Il n'y a aucun écran entre colonisateur et colonisé. Autrement dit, les Français et les Cambodgiens et Vietnamiens qui vivent dans cette partie du monde sont face à face. D'accord ? La Cochinchine, c'est tout petit. D'accord, c'est tout petit, d'accord, et il faut s'agrandir. Un amiral ne rêve que de s'agrandir. Et, d'accord, en 1863, on dépêche le lieutenant de vaisseau Doudard de Lagré, qui va rencontrer le roi Norodom Ier à Oudong, sa modeste capitale de l'époque, qui sera capitale de 1865 de 1602 jusqu'à 1865, date à laquelle les Français la déplacent à Phnom Penh. Donc, d'accord, la capitale, à l'époque, est Oudong. C'est pas beaucoup changé d'ailleurs aujourd'hui encore, on peut la visiter telle qu'elle, ces bassins, etc. Le bassin en question, si vous savez nager, c'est là qu'est caché l'or du roi Angdouong. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Bon, donc, d'accord, vous avez cette capitale Oudong, et naturellement, ce qui devait arriver arriva. Ce petit Cambodge, à l'époque, vous reconnaissez comment dire à peine, il n'a pas la taille de ce pays aujourd'hui, mais on va signer un protectorat avec lui. Ce protectorat, voilà comment les choses se passent, le 5 juillet 63. Alors ce beau monument-là ne se trouve pas, comment dire, au Cambodge, il se trouve à Saint-Vincent-de-Mercus, dans l'Uzère, et c'est le monument à Doudard de Lagré que vous voyez là-bas, malheureusement décapité, en train de donner le contrat de protectorat au roi Norodom. Le Cambodge, d'accord, rentre dans un régime de protectorat français. Bon, donc, d'accord, ce Cambodge va rentrer dans l'orbite du protectorat français. Dans l'orbite du protectorat français, dès le départ, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes parce qu'on protège. On protège, c'est très généreux la protection, et naturellement, on ne demande évidemment rien en échange. D'accord ? On protège pour protéger. Mais très vite, il va y avoir une volonté de mettre la main sur des terres. Or, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, au Cambodge, à cette époque-là, la terre est propriété du roi. Le roi possède les terres du Cambodge, il n'y a pas de propriété privée, individuelle et inaliénable. Le roi domine ces terres, il laisse son paysan cambodgien en tirer profit et les cultiver à deux conditions. La première, c'est de ne pas les laisser en jachère plus de 3 ans. Et la deuxième, ou de les abandonner pendant plus de 3 ans, et la deuxième, c'est de verser 10% des recettes à la couronne. En dehors de ça, le paysan cambodgien est libre. Cependant, ce que le roi concède à ces paysans cambodgiens, il ne peut pas le concéder à des étrangers. Or, nos Français voudraient bien évidemment mettre la main sur des terres pour rentabiliser ce protectorat. N'oublions pas qu'un protectorat, eh bien, les autorités en place avant que la mission de protection de la France ne s'exerce, reste toujours en place. Autrement dit, bon, on protège, mais on n'a pas à s'occuper, on ne peut pas, de ce point de vue-là, avoir une activité économique rentabilisante. Alors, ce qui va se passer, eh bien, c'est un épisode extrêmement douloureux qui aura lieu le 17 juin 1884 au matin. La fiche, elle est anglaise d'ailleurs. Vous avez en gros le gouverneur de Cochinchine, que vous avez là-bas, Charles Thompson, en dépit de son nom anglais, il est bien français, qui est arrivé à Phnom Penh le 17 juillet 1984 au matin. Le soir, à 6 h du soir, il rentre dans la chambre du roi avec un document. Majesté, vous signez ou vous appliquez. Le roi n'a pas le choix. Il n'a pas le choix précisément parce que son frère, dont nous allons parler tout à l'heure, a déjà prévenu les Français qu'au cas où Norodom Ier, roi du Cambodge de l'époque, ne signerait pas, lui-même est prêt à régner. Gouverner ne l'intéresse pas. Norodom veut régner, son frère veut gouverner, son frère Sisowat, lui, veut régner. Donc, on impose ce traité. Et évidemment, d'accord, qu'est-ce que dit ce traité? Alors, en vitesse, je vous le montre, je ne vais pas, mais on ne va pas s'épiloguer là-dessus. En gros, d'accord, les fonctionnaires cambodgiens continueront contre l'autorité française, sauf en ce qui concerne l'établissement, perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, bref, il ne reste quasiment rien. Comme vous avez fait la liste, de ceux qui restent, c'est plus grand-chose. Les dépenses d'administration sont à la charge du Cambodge.
une liste civile, ce qu'on appelle la rente, est fixée pour le roi. L'esclavage est aboli. Alors, soyons sérieux, la France a aboli l'esclavage en 1848, l'Angleterre en 1834. Si on abolit l'esclavage dans un pays comme le Cambodge, c'est pas pour des raisons humanitaires. Alors, quand on aura mis les mains sur les terres, eh bien, on pourra avoir une main-d'œuvre libérée qui n'aura d'autre choix que de venir travailler, d'accord, pour mettre en valeur nos exploitations. En gros, c'est comme ça que ça se passe, d'accord. Et naturellement, la propriété privée est constituée. On l'impose pas. Alors tout ça, c'est très beau, c'est très bien. Tout ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'une révolte éclate. Elle éclate et va mettre pendant 2 ans le pays à feu et à sang. Elle mettra le pays à feu et à sang. C'est une révolte où l'armée française n'est pas, comment dire, préparée à affronter une guérilla qui surgit là où on ne l'attend pas. La dengue, la malaria, la mousson, je vous laisse imaginer. Ça va durer 2 ans. 2 petites années pendant lesquelles les forces françaises vont se trouver, disons, à mal. Et au bout de 2 ans, eh bien, on accepte de négocier avec le roi Norodom. Majesté, vous n'avez pas compris la réalité de nos intentions. En réalité, il a parfaitement compris. Officiellement, il a gagné parce qu'il y a eu une révolte en son nom contre les réformes que le protectorat français voulait faire. Officieusement, le message français est très clair, on y est, on y reste. Et c'est là que tout va changer. Pour se faire pardonner de nos indélicatesses, on offre au roi Norodom Ier un grand quartier administratif, vous pouvez vous voir pas très loin d'ici, d'accord, quartier de la Poste, etc. On construit quelques gros bâtiments. Enfin, en gros, on réalise par l'architecture ce qu'on n'avait pas réussi à réaliser par la force, d'accord. Hôtel des impôts, des douanes, banques, cadastres, etc., etc. N'empêche que, d'accord, les choses reprennent le cours que les Français avaient souhaité, d'accord, que ça reprenne. Et, d'accord, en 1904, à la mort du roi Norodom, le roi Sisowat monte sur le trône. Il monte sur le trône en 1904, ne sera officiellement couronné que le 25 avril 1906. Mais le roi Norodom Ier meurt en 1904 et Sisowat monte sur le trône. Alors le couronnement, c'est assez intéressant, c'est un peu à la va-vite, on a quelques images d'illustrations qui sont ici et là. Et le roi Sisowat est à l'opposé du roi Norodom. C'est lui qui va rendre l'aventure du ballet royal en France possible. Jamais avec Norodom cela n'aurait été concevable. Le ballet royal reste au Cambodge, ne bouge pas sous le contrôle du roi. Pas question de l'envoyer, comment dire, à l'étranger, vous savez, charmer ces barbares qui ne comprennent rien de toute façon. Alors, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Sisowat, lui, c'est pas qu'il soit moderniste, mais il a très bien compris, maintenant, où le vent souffle. Il a très bien compris que désormais, la France a mis des bouchées doubles, qu'elle souhaite, comment dire, rester au Cambodge, et qu'il n'est quasiment pas possible de continuer, comme à l'époque de Norodom, une guérilla, disons, une résistance qui de toute façon était condamnée à l'échec. Le malheureux roi Norodom, que Sihanouk admirait beaucoup d'ailleurs, mourra misérablement dans son palais en 1904, gavé d'opium. Cela fait bien une bonne quinzaine d'années avant sa mort, qu'il n'avait absolument plus la possibilité d'imposer ses choix, voire d'en parler. Sisowat est différent. Gouverner ne l'intéresse pas, il veut régner. Le pouvoir symbolique l'intéresse bien davantage, et il souhaite, comment dire, être roi. Il va donc, comment dire, monter sur le trône en 1906. Et moins de 2 mois après son couronnement, d'accord, il est invité à un voyage en France, sur lequel je ne vous raconterai pas grand-chose, puisqu'il y a eu cette belle exposition qui a été faite au musée Sosoro. Il arrive à Marseille le 10 juin pour visiter l'exposition coloniale. Alors, c'est l'exposition coloniale, c'est des nouveautés. C'est des nouveautés. Vous savez que la Troisième République en France adore exposer, adore s'exposer. Quand vous considérez cette Troisième République, vous allez voir des statues partout. Le philosophe Hegel disait « l'art est mort, il existe désormais dans les musées », ce qui est vrai, sauf pour la Troisième République qui étalait une pédagogie statuaire absolument inimaginable. C'est-à-dire aujourd'hui encore, en vous prenant dans les rues de Paris, de n'importe quelle ville française, vous avez tous ces reliefs statuaires de la Troisième République dans lesquels on vous explique en gros tout et le contraire de tout. Mais c'est
disons, un régime qui aime particulièrement l'exposition. Cette exposition, c'est la troisième exposition coloniale. Elle fait suite à l'exposition coloniale de Rouen, de 1896, de Rochefort, 2 ans plus tard. Celle-là, elle est simplement beaucoup plus ambitieuse. Elle est beaucoup plus ambitieuse. Alors, vous savez, déjà, quand on regarde l'exposition coloniale de Marseille, on a en gros tout. Il s'agit de mettre en valeur la mission civilisatrice de la France. La mission civilisatrice de la France, bon, on oublie naturellement problème d'exploitation économique ou ce genre de choses, mais tout ce que l'on peut faire en matière de science, en matière d'industrie. Et la nouveauté en matière, disons, de mise en valeur du patrimoine local. Alors le patrimoine local, eh bien, on a une petite idée ici, le pavillon, disons, la section indo-chinoise, vous voyez, mais naturellement, pour la première fois, et ça va aller en augmentant, le Cambodge qui se taille la part du lion. Hein, les 4 visages du Haïwan, hein, bon, des pagodes, bon, mais qui pourrait être aussi, comment dire, laotienne. Très vite, d'ailleurs, il va y avoir un ressentiment de la part des autres peuples indo-chinois, vietnamiens et laotiens, qui accuseront dans les expositions ultérieures, les Cambodgiens, de se tailler la part du lion, avec naturellement une surreprésentation d'Angkor Wat, ce qu'on appelle l'angkorianisme. Et le roi vient accompagné du palais royal. Alors ce palais royal, c'est un événement en soi. On ne peut pas, d'accord, de ce côté-là, d'accord, balader son palais royal comme on l'aurait fait. Norodom, par exemple, le roi Norodom Ier aurait systématiquement refusé que son balai royal sorte du pays. Le balai royal, qu'est-ce que c'est? C'est une institution très forte, d'accord, très forte de la royauté cambodgienne. C'est-à-dire, d'abord, d'accord, ce sont des princesses qui sont dans ce balai royal. Ce sont également, d'accord, des jeunes filles qui ont été offertes par leur famille, généralement défavorisée, en guise d'allégeance au trône du Cambodge. Mais une fois qu'elles sont rentrées dedans, elles deviennent véritablement et progressivement des dames de cour. Hein. Elles acquièrent une importance. Et quand en plus, bon, grâce à un phénomène de concubinage qui est quand même assez courant à l'époque, elles arrivent à avoir également des enfants, voire quelquefois on a des cas de mariage qui se sont faits et qui se sont produits, il y a un pouvoir qui va se créer dedans. Le pouvoir et le balai royal, c'est aussi, comment dire, accessoirement, pas principalement, un divertissement. Le roi accepte de divertir ses hôtes au palais royal, mais surtout, la mission première du palais royal, c'est des danses qui vont accompagner des rites royaux, ici et là. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas, d'accord, une fantaisie, c'est quelque chose de très fort, d'accord, qui appuie, hein, ce pouvoir royal. Alors, paradoxalement, ce qui est très intéressant, c'est que la visite en France du roi Sisowat, accompagné de son palais royal, va contribuer à désacraliser ce palais royal. Après, on le donne un peu en pâture à la foule, à tout le monde. Là, auparavant, on avait quelques personnes triées sur le volet qui pouvaient le voir. Là, c'est quasiment tout le monde. Mais c'est précisément cette désacralisation qui va permettre à l'œil averti de Rodin de voir et d'en mettre en valeur les caractéristiques sacrées entre toutes. Alors, vous voyez l'exposition coloniale de Marseille et bien sûr les danseuses cambodgiennes. Danseuses cambodgiennes avec une affiche qui est très maladroite dans laquelle on a théâtre indo-chinois écrit en caractère latin et stylisé à la façon, comment dire, de caractère chinois. Mais c'est quelque chose qui devient très très important. D'accord ? Et voilà. Donc, le 18 juin, le roi Sisowat quitte Marseille pour Paris. Le roi Sisowat n'est pas venu pour l'exposition coloniale. Le balai royal, lui, est venu pour l'exposition coloniale. Sisowat, chef d'un État, va être emmené un peu partout en France. À Nancy, par exemple. Nancy, c'est très important, la Lorraine. Vous savez, l'Alsace-Lorraine, hein. Bon, la Troisième République, là. Donc, Sisowat quitte Marseille pour Paris. Et ce qui va se passer assez rapidement, c'est que le 27 juin, contre toute attente, le roi du Cambodge, en ayant témoigné le désir, les danseuses partiront pour Paris vendredi, c'est-à-dire le 29 juin. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est tout à fait imprévu. C'était un coup de tête de Sisowat, hein, qui, énervé,
d'après ses proches, hein, par la dissonance de la musique française qui était tellement horrible, etc., avait souhaité faire écouter, comment dire, aux Français quelque chose d'un peu plus humain, hein, et d'un peu moins dissonant. En tout cas, le succès qu'elles vont obtenir à Marseille est tel, c'est ce succès qui a beaucoup joué dans leur venue à Paris. Et c'est là, d'accord, que l'ami Rodin intervient. Nous sommes en 1906. Rodin, et ça explique beaucoup son intérêt très poussé pour les danseuses cambodgiennes, Rodin, en matière d'art, connaît un essoufflement en 1906. Cet essoufflement, c'est un essoufflement qui est très compréhensible. Hein. En gros, Rodin jouit d'un succès mondial. En Europe, outre-Atlantique, tout le monde connaît Rodin. Bon, et ce succès mondial extraordinaire a fini par le transformer en portraitiste mondain. Tout le monde peut être représenté par Rodin, etc. Toute la gentry de l'époque, hommes et femmes d'ailleurs, veulent avoir leur portrait fait par Rodin, sculpté par Rodin. Rodin, d'accord, de ce côté-là, n'est plus du tout ce Rodin génial des débuts. Il n'a plus cette capacité, ce temps créé. Il doit s'occuper, en gros, de gérer une affaire qu'il a lancée. Vous savez, c'est toujours la même vieille image d'Épinal, hein, du politicien incorruptible qui défend la veuve et l'orphelin, puis qui arrive à un certain niveau, a perdu un petit peu de vue ses joies de départ. Bon. Par exemple, d'accord, Rodin, à l'époque, d'accord, fait le portrait de Dwayne John, donc, qui devait servir à un monument qui était consacré à l'artiste américain Whistler. Le monument sera inachevé. Une relation naturellement, elle également inachevée entre Rodin et Dwayne John. Vous savez, Rodin avait une appétence assez particulière pour la gente féminine, sur laquelle je ne m'étendrai pas de toute façon. Hein. Cette relation s'achèvera quand il sera, comment dire, commissionné par la duchesse de Choiseul. La duchesse de Choiseul, bon, qui est une américaine, qui s'appelle Anne Corlett, qui, d'accord, a épousé un duc de Choiseul, très important, qui est au toit avec le roi d'Angleterre de l'époque, mais qui est quand même, lui et elle, un petit peu désargenté. Et leur plan, bon, qui est quand même terrible, consiste en gros à extorquer à Rodin un testament, hein, dans lequel, eh bien, on leur léguera, on leur donnera des droits sur les reproductions d'œuvres que Rodin entend pourtant léguer à l'État. Voilà un peu la situation dans laquelle Rodin se trouve à l'époque. Et la danse cambodgienne allait à nouveau totalement bouleverser son existence. Elle allait tout systématiquement changer. Alors comment ça va se passer? D'accord. Cette danse cambodgienne, Rodin connaît déjà l'Asie. Il a eu une première révélation avec des danseuses javanaises qu'il qualifie de merveilleuses princesses à l'exposition universelle de Paris en 89. Ce sont les Hollandais qui ont installé ce qu'on appelle un kampong javanais. Kampong, c'est un village javanais. Hein. Bon. Et voilà ces fameuses danseuses javanaises, avec la tour Eiffel en plus, les gravures là-dessus. D'accord. Il a également une admiration du spectacle La Geisha au Chevalier, à l'exposition universelle de 1900, d'accord, avec Eda Sacco. Et là, c'est la Geisha qui a tourné la tête de toute l'Europe. Rodin adore ce genre de choses. Il adore cet art asiatique. Il collectionne un petit peu déjà l'art asiatique. Par exemple, il écrira plus d'années plus tard un texte tout à fait remarquable sur la danse de Shiva et voit très vite ce qui l'intéresse dans cette danse asiatique, c'est cette codification extrême qui va de pair avec une liberté tout à fait remarquable, une gestualité qui, naturellement, n'exclut pas, ne se traduira pas forcément en pose. On peut traduire cela en pose précise que l'on va combiner, par exemple ici, mais en même temps, toute une créative attirée, tout un fondu du mouvement qui intéresse passionnément Rodin. Et en même temps, ils se rendent très bien compte que cette danse signifie autre chose que le simple divertissement que nous voyons, par exemple, dans le cas de l'Europe. Et là, c'est l'émerveillement. Rodin ne peut pas assister à la première représentation à l'Élysée, il ne peut pas, il a beau être Rodin, non, toutes les places sont réservées, comme ce soir ici d'ailleurs. Par contre, il sera au Pré-Cattelan le 10 juillet. Et là, il s'ennuie à mourir quand il voit l'antithèse, ou ce qu'il considère être l'antithèse de ces danses cambodgiennes, qui est un spectacle de danse grecque. Un spectacle de danse grecque que
Rodin qualifie de bêtement académique. Pourquoi bêtement académique? Eh bien, pour une raison très simple. D'accord? Qu'est-ce que l'académisme pour Rodin? L'académisme, c'est ce que l'on va ajouter à un motif originel et dans lequel on va en quelque sorte noyer ce poisson originel pour plaire, pour complaire aux exigences du temps. Ces danses grecques, pour lui, elles n'ont plus aucun intérêt en tant que telles. Et là, quand il voit ces danses cambodgiennes, eh bien, pour Rodin, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement. Et pour moi, je sens bien qu'elle est regardée, ma vision s'est élargie, j'ai vu plus haut et plus loin. Enfin, j'ai appris. Vous vous rendez compte? On est en 1906. 11 ans plus tard, il meurt, un homme au fait de sa gloire. Pour moi, je sens bien qu'elle est regardée, ma vision s'est élargie, je l'ai vu plus haut et plus loin. Enfin, j'ai compris. Extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Et Rodin obtient donc de leur rendre visite le 12 juillet. C'était très difficile, vous imaginez, le roi Sisowat est là, il habite au même endroit que les danseuses qui sont sous la férule de sa fille. Alors Rodin en profite pour croquer la suite royale, des hommes et des dames, le roi Sisowat et bien entendu les danseuses. Le problème, c'est que le 12 juillet, c'est quelque chose de très bref. Et il nous dit, je les ai contemplés en extase. Là, dès que Rodin prend la plume pour parler des danseuses, c'est l'orgie de Superman. Je les ai contemplés en extase. Quelle vide elles m'ont laissé. Quand elles partirent, je fus dans l'ombre et le froid. Je crus qu'elles emportaient toute la beauté du monde. C'est quand même très fort. Ça se passe d'ailleurs de tout commentaire. Ce que Rodin a écrit sur les danseuses, je crois que non seulement ça se passe de commentaire, mais il est difficile de gloser. Et naturellement, d'accord, il nous dit « Je les aurais suivis jusqu'au Caire ». Bon, actuellement, je ne sais pas ce qu'on dirait pour ça. Difficile avec l'avion, les hauts courriers, les grandes lignes, etc., de dire jusqu'à la Lune, quoi. Mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, il n'aura pas à aller jusqu'au Caire. Il se contentera de prendre un billet de train pour Marseille et d'arriver à Marseille, ben, peut-être pas au meilleur moment, le 14 juillet. D'accord? Et là, voilà. D'accord? Grâce à ces relations, entre le 14 et le 20 juillet, date à laquelle les danseuses reprendront le bateau pour repartir, contrairement aux vœux du roi Sisowat qui aurait souhaité rester 2 jours en plus, Rodin va les dessiner pendant 6 jours avec passion, sans arrêt. Il y aura d'ailleurs au bout de ces 6 jours un effondrement nerveux. Vous imaginez, dessiner, c'est 150, d'accord, plus de 150 dessins. Plus de 150 heures, une grande partie est conservée. Alors, il travaille, il est là, d'accord? Il travaille à main levée, d'accord? Dordain regarde systématiquement la scène des danseuses en train d'imiter telle et telle position, voire, d'accord, de mêler différentes positions. Pas question, comment dire, de regarder ce que sa main fait. Ah, ça c'est bien. Non, pas du tout, d'accord? Un travail à main levée, il s'en expliquera d'ailleurs. De temps en temps, il demande à une danseuse de modifier légèrement la pose qu'elle a prise, voire il regarde ce qui l'intéresse le plus, on aura confirmation par la suite, les poses intermédiaires, les gestes que cette danseuse fait entre 2 poses. Ces danseuses sont des enfants, 16 ans, 17 ans, 18 ans, cet âge-là, 14 ans pour les plus jeunes. Il regarde, et ce qui l'intéresse, ce sont ces poses intermédiaires. Pour lui, c'est dans ces poses quand le modèle pense qu'il n'est pas observé, et il écrit à plusieurs reprises que l'on a, d'accord, les choses les plus intéressantes. Ces photos ont été prises par Sandrine, elles ont dit long sur Rodin. Alors, il leur offre des cadeaux, d'accord, toutes souriantes, elle l'appelle papa, d'accord, vous voyez, tout à fait touchant là-dessus. Alors, grande question, il nous dit, je suis certain que ces danseuses comprennent et qu'elles sont capables de ne pas descendre de cet art supérieur. Il y a des grandes artistes dans les dirigeantes, donc, personne qui n'est pas ces danseuses. Les enfants même sont de très grands artistes. C'est épouvantable. Épouvantable n'est pas à prendre au sens de affreux, horrible, etc. Pas du tout. D'accord? C'est épouvantable, c'est incroyable, c'est ineffable, c'est indicible. Voilà comment c'est épouvantable. Et il y a vraiment du vrai là-dedans. Lorsque il nous dit, Rodin, ces danseuses comprennent qu'elles sont capables de ne pas descendre de cet art supérieur, on va voir ce que cela veut dire. Cet art supérieur, c'est un art qui est pur, qui est intouché. Ce sont des gestes immémoriaux auxquels
que Dordain exprime et qu'il qualifie comme se référant à la nature. Bon, rien à voir avec la nature écolo dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce qu'il entend par nature, c'est ce comportement premier, ce comportement primordial, hein, qui, d'accord, est intouché par toute une série de strates interprétatives qu'on appellera de nos jours l'académisme, et qui est précisément ce que Rodin combat. On va y revenir. Alors, Rodin, la signification, le sens et la signification d'un danse-mère, qu'est-ce que ça veut dire pour Rodin, finalement, cette danse-mère? Alors, pour ça, j'ai décidé, vous avez remarqué que j'adore les apartés, d'accord, et je vais ouvrir une petite parenthèse. Bon. Dordain n'est pas le seul à représenter les danseuses khmères. Il y a également d'Orville qui se trouve là-bas. Et d'Orville va faire une série de lithographies dans lesquelles on va les représenter. La France adore l'officialité, il faut quelque chose qui soit véritablement officiel. On avait décidé que d'Orville allait être, quoi, le peintre officiel de ça. Mais vous imaginez que la présence de Rodin va très vite contribuer, comment dire, à l'effacer. Par contre, il y a un autre auteur que je voudrais, comment dire, confronter directement en Inde, c'est Georges Grolier. Alors Georges Grolier, qui c'est? Vous le connaissez, hein? Il a d'ailleurs construit ce beau musée à côté entre 1916 et 1920, avec un style tout à fait remarquable, une partie basse solide avec des colonnes, etc., quelque chose typiquement coréen, et dès que vous montez dans les sommets, vous avez, bon, ces petits motifs de pagode bouddhique qui donnent l'impression d'alléger, de faire flotter l'ensemble. Bon. Georges Grolier avait en 1927, pardonnez-moi l'anachronisme, le sentiment que l'art khmer allait disparaître, que l'art khmer de la danse allait disparaître, que de toute façon, le ballet royal baissait en qualité et que on n'allait plus de ce côté-là, il fallait, comment dire, assurer au moins la survie. Alors il nous dit de ce côté-là, nous sommes donc en présence d'un véritable langage. Il parle des mouvements du ballet royal, ce que vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs, hein, que l'initié retient et traduit par un groupe de mots formant cliché. Mais un langage sans écriture qui se dissout dans l'air à mesure qu'il s'enseigne, s'apprend et s'exprime. Ça, c'est la thèse, d'accord, de Grolier. On va l'expliquer tout de suite. Bon. Et d'ailleurs, il le montre avec des photos. Il va réaliser plus de 1000 photos. Vous savez, ces photos, ces vers, hein, ces vers qui ont été, comment dire, numérisés aujourd'hui, découverts il y a quelques années, qu'on croyait avoir perdus, on ne les a pas perdus, dans lequel il demande à chacune des danseuses de réaliser une position, de se mettre dans une position particulière. Cette position, il l'appelle un cliché. Vous voyez ce qu'est un cliché, d'accord, par groupe de mots. C'est quoi ces groupes de mots? À l'époque, on est en 1927, on adore les, comment dire, métaphores linguistiques. Position, comment dire, et forme des mains, des pieds, d'accord, hanchements, etc. Donc tout un codage particulier qui aboutit à une position unique, particulière. Il l'appelle un cliché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cliché? Quand on regarde ça, on a la notion en khmer de kobak. Kobak, d'accord, qu'est-ce que c'est? Kobak, c'est, d'accord, un motif. C'est un motif particulier que nous avons, d'accord, là-dessus, que l'on trouve en peinture, que l'on trouve aussi en danse. Le côté intéressant pour kobak, c'est que si vous regardez l'étymologie du mot kobak, vous avez kak à l'intérieur, qui veut dire briser, qui veut dire casser. Autrement dit, la rupture entre un kobak motif et l'autre, vous avez une situation, comment dire, de rupture, quelque chose de discret, véritablement. Ça, c'est l'analyse qu'en fait John Natt, hein, et qui, à mon avis, est tout à fait fondée. Or, quand on pointe dans la réalité ce que cela pose, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire que toute cette danse khmer, là vous avez par exemple dans le Vishnu sur Garuda, toute cette danse khmer, ben, ce serait la combinaison d'une série de kobak, de motifs particuliers qui, concaténés les uns aux autres, permettraient, d'accord, d'avoir, d'accord, une danse. Là, vous avez par exemple, d'accord, la position de l'envol qui est là. Donc, Grolier va demander systématiquement à toutes les danseuses du ballet royal d'imiter ces positions-là. Autrement dit, on a des positions particulières, on a vu dans le 2, lui dit il y en a plus de 1000, hein, et on va les prendre les unes après les autres. Et les photographies. Bon. Revenons à Rodin. Rodin voit les choses de façon radicalement différente. Il nous dit, pas une fois en décrivant la forme de cette masse, n'ai-je quitté le modèle des yeux. Pourquoi?
parce que je voulais être sûr que rien ne m'en échappait. Je n'ai pas pensé un seul instant au problème technique de la représentation sur papier qui pouvait empêcher l'élan de mon intuition, de mon œil, jusqu'à ma main. À l'instant où mon œil s'arrête sur le papier, cet élan s'arrête. Mon but est de tester à quel point mes mains sentent déjà ce que voient mes yeux. On est dans une optique radicalement différente. Grolier insiste sur des positions statiques, géographiques, une configuration muséale. Il veut en quelque sorte sauver, préserver les différentes positions, ce qu'il appelle les clichés de la langue père, donc en faire un véritable dictionnaire. Mieux en photo, c'est très bien les photos parce qu'on peut les exposer. Et Grolier, c'est un muséologue, c'est un muséographe, c'est aussi un écrivain. Donc, d'accord, on a tout ça. Pas du tout le cas chez Rodin. Rodin voit les choses complètement différentes. Pour le côté humoristique d'ailleurs, la représentation sur papier. Il se fichait tellement du papier qu'il est arrivé à Marseille un 14 juillet, avec naturellement l'impossibilité de se procurer du riz. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est précipité dans une boulangerie et demandé au boulanger de lui donner du papier d'emballage, et il a fait, comment dire, ses premiers dessins dessus. D'accord? Ça, c'est, d'accord, Rodin. D'accord? C'est Rodin. Mais en même temps, regardez, il y a une opposition très claire, d'accord, de tester à quel point mes mains sentent déjà ce que voient mes yeux. Regardez l'idée de voir, qu'est-ce que c'est? La vision. Vous dites de quelqu'un, il a une vision intéressante. Ça veut dire une conception intéressante. Dans l'idée de voir, étymologiquement, vous avez déjà l'idée de savoir, cette idée de comprendre. Les deux verbes sont liés, très très liés. Et regardez comment on dit la science en khmer, vichya, qui vient du sanskrit vidya, et qui désigne à la fois le voir, d'accord, et le savoir. D'accord? On a les deux. Donc d'un côté, on a ce côté de voir. Les yeux, d'accord? Pour lui, c'est les mains. Les mains sont là et doivent correspondre à ce que voient ses yeux. Il n'y a pas d'intellection là-dessus. Il veut rendre compte de ce mouvement qu'il considère comme tout à fait magique. D'accord? Et naturellement, empêcher l'élan de mon intuition, de mon œil, jusqu'à ma main. Autrement dit, il voit cette espèce de continuité, là où Grolier voit des ruptures, voit des séquences. Rodin voit ça en continu. Rodin est fasciné par le mouvement, comme tous les grands sculpteurs d'ailleurs, entre parenthèses. On va y revenir tout de suite. D'ailleurs voilà, ça c'est les premières ébauches qui sont là au crayon, sans lever la main, et qui donneront lieu ensuite à un travail, d'accord, qui en résultera, d'accord, par étapes, d'accord, ce dessin final. Donc, autrement dit, ce que vous voyez, ont été retouchés, retravaillés ensuite. D'accord? Allons plus loin. D'accord? Pour comprendre finalement cet art de Rodin. Vous voyez, on a un petit peu, d'accord, voilà. Il nous dit, ça c'est de Rodin toujours, la danse est de l'architecture animée. Ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. La danse est de l'architecture animée, et il dit, j'ai passé pour un grand sculpteur et tout lui me manque. D'accord? Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire comme formule. Tout lui me manque. Hein? Autrement dit, le grand sculpteur pour lequel Rodin passait, d'accord, c'est pas tout en lui, hein, c'est tout lui. D'accord? Le grand sculpteur pour lequel Rodin passait trouve immédiatement au contact des danseuses khmères quelque chose de tout à fait relatif. D'accord? Et vous le voyez là-dessus, ça, ce sont des dessins, on le verra plus tard, qui ont été présentés lors d'une volonté de transformer le séminaire de Saint-Sulpice en musée, et immédiatement, la personne qui voit ça dit, mais voit des fresques, alors que Rodin n'a jamais dessiné des fresques, n'a jamais vu son art en termes de fresques. Rodin a une fascination pour l'expression du mouvement, et le costume, jusqu'au costume, en ressort totalement simplifié, à tel point que les costumes seront généralement rajoutés par la suite. C'est le mouvement qui intéresse Rodin. Vous voyez, c'est un peu comme le paradoxe de Zénon, hein, que nous avons d'une part, avec cette idée d'un et d'une flèche entre l'archer et la cible. Première description, le mouvement A, P, C et D, toute une série de points qui symbolisent le mouvement, et l'autre le mouvement en tant que tel. Grolier rentrerait dans la première configuration, à savoir la description de chacun des mouvements pour arriver au but, chacun des points, alors que de ce côté-là, Rodin
voit les choses de façon beaucoup plus complète et se hasarde à décrire finalement de l'indescriptible, à décrire une dynamique. C'est très difficile de décrire une dynamique. On préfère généralement choisir la solution de facilité et avoir des états discrets. Lui voit un ensemble et s'acharne à cette opération impossible de décrire cet ensemble. Rodin a eu un secrétaire absolument extraordinaire qui à l'époque écrit encore sur lui, c'est Rilke, Rainer Maria Rilke, écrivain que vous connaissez tous, et qui va être le secrétaire de Rodin. Et il écrit sur Rodin. Rodin supposait que d'imperceptibles mouvements que fait le modèle, lorsqu'il ne se croit pas observé, peuvent contenir une puissance d'expression. J'assiste de puissance d'expression. C'est pas un hasard que Rilke écrive ça. Rilke est allemand. Hein. Je n'ai rien contre les Allemands, bien au contraire, d'accord. Mais c'est dit de puissance d'expression en puissance, c'est quelque chose qui doit surgir. Hein. Il y a ce côté, d'accord, dans cette analyse allemande à la fois apollinienne, cette lumière, cette clarté, et ce côté, comment dire, dionysiaque, venu des profondeurs, en attente, qui va se produire, qui va jaillir, qui va, comment dire, apparaître. Nietzsche avait été d'ailleurs le premier à mettre ça bien en valeur là-dessus. Une puissante pression que nous ne soupçonnons pas. Il dessina, fondamental, une foule de gestes jamais vus. C'est très important ça, qui existe. Il n'y a pas dans tous ces dessins que vous voyez un geste qui n'existerait pas dans la danse khmère. Tous ces gestes existent. Mais, d'accord, Rilke le dit bien, d'accord, il dessina une foule de gestes jamais vus, toujours négligés, et il dit, et il apparaît que la force d'expression qui en émanait était immense. Ça, c'est une idée absolument fondamentale. Donc, à cette description d'une série d'états dans lesquels on peut décomposer, comment dire, une danse, eh bien, Rilke décrit la façon dont Rodin conçoit la danse khmère comme, d'accord, une puissance d'expression, en rendant compte finalement d'états ou de gestes qu'il n'a jamais lui-même vu, avec lesquels il n'a jamais été en prise. Vous voyez, par exemple, on peut voir cet endroit-là, après l'autre. Et quelque part, d'accord, mes modèles, quand ils quittent la pose qu'ils me révèlent, c'est quand ils quittent la pose qu'ils me révèlent le plus souvent leur beauté. C'est presque si la pose que Rodin demande à son danseur de prendre serait, comment dire, épisodique. Ce qui compte dedans, ce n'est pas tant la pose qu'il va prendre, mais ce qu'il fait quand il quitte la pose. Il y a des textes entiers de Rodin là-dessus, sur lesquels Rilke aura l'occasion d'écrire en même temps dessus, ces petits intermédiaires, ces petites bribes, ces petits fragments que Rodin adore et qui lui permettent de revoir un ensemble, de reconstruire tout cet ensemble. Vous voyez, il s'agit presque d'une reconstruction. Chez Grolier, on a une décomposition et une espèce de copie, bon, en gros, de ces différents gestes et dont il faut rendre compte par la photographie. Chez Rodin, on a cette espèce de mouvement, ce continu, qu'il faut manifester. Alors, chose très intéressante, il ne savait pas qu'il était aussi vrai, d'accord, quand il était question de considérer l'art khmer. Considérons une seconde une petite évolution de l'art khmer. Oui, cette statue, c'est une des premières statues d'un Bouddha avec un tribanga en très beau hanchement, représenté, datant du VIe siècle, l'art de Pnunda, d'accord, même époque d'ailleurs, l'influence d'une statuaire bouddhique sur une statuaire de type hindou, un des avatars de Vishnu, Parashurama, Rama Alaj. Également, avec un hanchement, la position des genoux qui est reliée à la ligne du hanchement, l'orientation des épaules et de la tête. Et puis naturellement, on aboutit à la merveilleuse Durga, Mahishura Mardini, Durga terrassant le démon buffle. Pour aller contempler au musée national, je vais dire quelque chose d'ignoble. Si on me laissait passer la nuit au musée national pour jouer mon Malraux, je l'emmènerais elle. Pardon, j'ai rien dit. J'espère qu'elle ne disparaît pas cette nuit pour me faire accuser. Et puis, très vite, à partir du 9e, 10e siècle, on assiste à une ossification
Hein. Ça ne veut pas dire que ces statues sont moins belles, sont moins fortes, mais c'est quelque chose de plus ossifié, quelque chose de plus hiératique, de plus figé. Ça, c'est le fameux Vishnu du Bakaïn. D'accord, ce Vishnu du Bakaïn qui est droit, qui est raide, qui est rigide, hiératique, stylisé au possible, voire l'art d'Angkor. Voilà ce dont le plus grand temple hindou du monde va finalement, ce qu'il va produire. Des statues raides avec des vêtements plaqués, des jambes qui sont des tubes, un corps hiératique, hein, stylisé à l'extrême. Hein. Idem pour les statues féminines. Eh bien, à cette évolution qui va d'une humanité et d'une, comment dire, d'une perfection, anatomique humaine vers une stylisation et une apparence de plus en plus hiératique et rigide, eh bien, on ne trouve pas de la figure de l'Apsara démontre au contraire à la même époque une remarquable liberté. Vous voyez, on les a, elles continuent, comment dire, à danser en souplesse. Autrement dit, la statuaire a un rôle politique, la danse a toujours ce rôle sacré et transcendé qui n'est pas atteint par les vicissitudes politiques de représenter un règne particulier. Alors, et c'est là-dessus que j'aimerais petit à petit conclure, parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Nos danseuses, vous imaginez, vous avez vu ces superlatifs, vous imaginez à la place de ce pauvre Rodin qui découvre le paradis à 11 ans de sa mort. Là, il nous a mourir après ça, hein. Il découvre le paradis à 11 ans de sa mort, et puis elles s'en vont. Elles partent, le 20 juillet 1906, ces adorables petites danseuses, et le pauvre Rodin se retrouve tout seul. Elle leur dit, je vais aller au Cambodge. Il l'a dit, il l'a écrit, il avait l'intention d'y aller. Il n'ira pas au Cambodge, mais il va se passer quelque chose d'absolument inimaginable. En 1907, donc quasiment un an après l'épisode, des danseuses, Henri Dujardin le convoque et lui dit « Je vois et je crois voir en vous une forte disposition pour un nouvel art de la décoration monumentale à fresque, et je désire une salle peinte par vous. » Ah, c'est hallucinant. Rodin, c'est un sculpteur. Des fresques, il n'en a jamais fait. Des dessins, il n'en fait pas. Et pourtant, là, on lui demande carrément de faire de la vraie. Pourquoi? Eh bien, il s'agit du fameux séminaire de Saint-Sulpice qui, suite à la séparation de l'Église et de l'État en 1905, va être transformé en musée. Je vous rassure, le projet, je vous rassure, non, malheureusement, je ne vous rassure pas, je vous déçois, le projet, n'aboutira jamais. Et pourquoi il n'aboutira jamais? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, donc ça ne marchera pas. Par contre, on commande à Rodin tout cela. Donc, Dujardin part de ce principe-là, et lui dit, voilà. Alors Rodin, émerveillé, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à apprendre la fresque, convaincu, d'une part, que fresque et sculpture sont très proches, mais sont intéressantes. Les dessins qu'il a montrés à Dujardin, eh bien, l'autre dit, mais ce sont des fresques, ces dessins de danseuses cambodgiennes, comme par hasard. Et puis, il y a Léonce Bénédicte, qui écrit sur Rodin. Rodin fut émerveillé de mon idée. L'idée, c'est de mettre à la porte de l'enfer. Au fond, la porte de l'enfer entourée de la fresque du paradis, au milieu de l'ensemble de ses chefs-d'œuvre. Et Rodin dit, mon cher, me dit-il, ardent et joyeux, c'est la Sixtine. Vous vous rendez compte? Donc la porte de l'enfer et puis la fresque du paradis. Et la grande question qu'on va poser ici, parce qu'on a, une série de dessins, des projets, de la porte d'enfer, la fresque du paradis, c'est quoi? Eh bien, je vous le donne en mille, la fresque du paradis, pour Rodin, chez les danseuses cambodgiennes. Il avait déjà commencé à en transformer que en fresque. Il fallait mettre les danseuses cambodgiennes comme fresque du paradis. Vous vous rendez compte, c'est un boucle absolument extraordinaire. La suite dans les idées de Rodin, ça c'était, sa grande idée. Ces danseuses cambodgiennes, alors on avait la porte de l'enfer tout au fond, les sculptures de Rodin dessus, et puis cette fresque du paradis qui allait entourer la porte de l'enfer. Et alors, je laisserai la conclusion à Dante, puisque il y a deux choses qui inspirent sans arrêt Rodin chez la lecture de la Divina Commedia, et il nous dit, à propos de Dante, c'est le chant 29, dans
laquelle Béatrix explique la formation des anges, s'applique admirablement dans ce Scambogienne. Forme et matière conjointes et toutes pures vont se réaliser, émaner dans un être qui n'a pas chuté, qui est. Voilà. D'accord. Sur ce, d'accord, eh bien, je vous remercie de votre attention.